Bonsoir à tous pour cette avant-dernière table ronde des 24 heures du climat, le marathon de la lutte contre le changement climatique. Nous allons parler lors de cette séance de justice climatique, qui est un sujet qui monte aussi bien en France, en Europe que dans le monde, puisque le contentieux climatique, comme on dit, c'est quelque chose qui est né essentiellement aux États-Unis, en Australie, depuis une bonne dizaine d'années, mais en Europe, on l'a découvert surtout avec l'affaire Ouganda il y a quelques années, qui a contribué à faire évoluer la politique climatique des Pays-Bas. En France, c'est bien sûr notre affaire à tous, l'association Notre affaire à tous, qui a mis un petit peu le climat sur le tapis vert judiciaire, d'abord avec une pétition extraordinaire qui a réuni plus de 2 millions de signatures en quelques semaines, et puis avec les affaires dont on va parler maintenant. Je vous propose d'abord de vous présenter les intervenants. Donc, nous aurons la professeure Béatrice Parence, qui est professeure à Paris 8, Chloé Gerbier, qui devrait nous rejoindre, qui est la coordinatrice juridique de Notre affaire à tous, Maître Arnaud Gossement, qui est un avocat spécialisé en droit de l'environnement et qui travaille aussi sur le climat, et puis le député Sacha Houlier. Béatrice Parence, est-ce qu'on peut dire que depuis une dizaine d'années, aussi bien dans le droit anglo-saxon que dans le droit latin, les juges ont enfin compris l'enjeu climatique et s'en saisissent? Oui, bonjour à tous. Je crois une des meilleures manifestations de cet élan des juges, c'est le colloque qui s'est tenu le 21 mai dernier à la Cour de cassation, qui était un colloque qui s'intitulait Regards croisés, unissant la Cour de cassation et le Conseil d'État sur les questions d'environnement, de société et de juges. Et les premiers présidents des cours, que ce soit Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, François Molins, procureur général près de la Cour de cassation, ou Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, ont tous manifesté très très clairement leur prise de conscience du moment charnière qui est en train de se jouer, de l'urgence attachée à ce sujet et leur volonté de venir répondre à cette attente sociétale extrêmement forte, y répondre par de l'audace et puis y répondre par de l'innovation en utilisant tout l'arsenal juridique à leur disposition et c'est ça un petit peu la magie du droit, c'est par la faculté d'interprétation du juge, le pouvoir qu'ils peuvent prendre pour faire naître éventuellement de nouvelles règles. Alors, ce qui est très intéressant dans ce contentieux climatique, c'est que même s'il n'existe pas de cour internationale compétente sur le sujet, on assiste à ce qu'on peut appeler un droit transnational. C'est-à-dire que ce sont des juges nationaux qui vont rendre les décisions, mais ils sont très, très fortement influencés et il y a une forme de synergie qui s'exerce entre eux, les uns et les autres, par les différentes décisions. L'affaire Urgenda a été extrêmement forte. Alors, on comprend que les Pays-Bas sont très concernés par la question du réchauffement climatique et que peut-être que cela crée un climat favorable, si je puis dire, auprès des juges. Mais donc, cette affaire a été extrêmement forte puisque pour la première fois, des juges ont enjoint un gouvernement, le pouvoir politique, à prendre des dispositions suffisantes pour pouvoir lutter contre le phénomène du réchauffement climatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que, enfin, Chloé Gerbier en parlera sans doute, les arguments développés par les avocats dans l'affaire Urgenda ont été en partie repris par Notre affaire à tous pour essayer de convaincre les juges nationaux français du bien fondé de ces demandes. Et, et donc, on voit un mouvement transnational dans cette influence exercée au fur et à mesure par les différents juges. Alors, en France, on a eu quelques décisions très, très fortes. L'affaire Grande-Synthe, on a parlé de Notre affaire à tous, mais il y a aussi quand même l'affaire Grande-Synthe. Cette commune, effectivement, sujette
enfin particulièrement préoccupé par les questions de réchauffement climatique, qui a attaqué l'État pour l'insuffisance de sa politique climatique. Et les choses n'allaient pas forcément de soi. On n'était pas forcément certain que le Conseil d'État prêterait une telle oreille à la demande de la commune, et notamment sur la question de l'intérêt à agir. On pouvait s'interroger pour savoir si la commune était tout à fait recevable dans son intérêt à agir sur ce sujet, puisqu'on sent bien que la question climatique est une question qui touche à l'intérêt général, et en quoi est-ce qu'une commune est plus concernée qu'une autre personne juridique à agir. Donc l'affaire est tout à fait intéressante, et dans une première décision, le Conseil d'État a demandé au gouvernement de rapporter la preuve que ces dispositions législatives étaient suffisantes pour respecter la trajectoire française fixée par une réglementation dépendante de la réglementation européenne et en accord avec l'accord de Paris. Et puis, le 1er juillet 2021, il est venu enjoindre l'État à prendre des mesures suffisantes en disant qu'on constatait que les mesures existantes au jour de la demande étaient insuffisantes. Dans cet élan d'innovation, je voudrais faire part d'une décision extrêmement intéressante, qui est la décision rendue par la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe en mars 2021. Elle avait à se prononcer, cette Cour, sur la loi fédérale allemande relative au climat, une loi de décembre 2019, là encore pour apprécier si les dispositions législatives étaient suffisantes ou non pour respecter la trajectoire. Ce qui est très intéressant dans cette décision, c'est que la Cour se livre à un examen tout à fait approfondi pour en conclure que les dispositions sont insuffisantes pour respecter la trajectoire, et surtout, elle retient que l'absence d'ambition actuelle rejette sur les générations futures un fardeau écrasant, puisque celles-ci vont devoir faire des efforts colossaux et totalement bouleverser leur mode de vie afin d'essayer de limiter le phénomène du dérèglement climatique. Et c'est en ça qu'elle condamne l'insuffisance des dispositions législatives allemandes. Alors, je trouve que c'est très intéressant de mettre cette décision en parallèle avec la décision qu'a rendue le Conseil constitutionnel français au sujet de la loi Climat et Résilience, adoptée à la suite des propositions, enfin, d'une partie des propositions de la Convention citoyen climat, puisque dans cette décision, la loi a été soumise dans son ensemble au contrôle du Conseil constitutionnel, et ça, c'est quelque chose qui est assez rare, parce qu'en général, quand on soumet des dispositions d'une loi au Conseil constitutionnel, on va soumettre différents articles de la loi au contrôle du Conseil constitutionnel en invoquant différents motifs. Or là, les députés avaient fait le choix de soumettre l'ensemble de la loi au contrôle en invoquant le fait que l'insuffisance des dispositions était non conforme, notamment à l'article 1er de la Charte qui proclame le droit à vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé. Et ce motif est rejeté par le Conseil constitutionnel, notamment du fait qu'il estime qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'injonction à l'égard du législateur. Je trouve que c'est très intéressant de mettre en miroir la décision allemande de mars 2021 et cette décision française. Ce sont des cours équivalentes, des cours constitutionnels qui se livraient à un examen à peu près équivalent de loi climat, entre guillemets, nationale. Et les choix qui ont été faits par les juges sont totalement différents. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir l'opinion d'Arnaud sur ce sujet. Et donc, en fait, si je devais conclure provisoirement, je dirais que à l'échelle française, on ne peut que saluer vraiment l'audace et l'effort d'innovation porté par le Conseil d'État.
et par le tribunal administratif de Paris dans la première décision relative à l'affaire du siècle. La Cour de cassation, pour l'instant, n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur le sujet, mais il ne faut pas oublier que le juge ne prend la parole que quand on la lui donne, malheureusement. C'est pas comme le législateur qui peut saisir. Voilà, le juge ne peut pas s'auto-saisir. Donc la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de statuer sur des sujets équivalents, mais il semblerait que elle est manifestée, en tout cas lors du colloque du 21 mai 2021, la volonté de prendre à bras-le-corps ce sujet. En revanche, il m'apparaît que c'est une position relativement timorée du point de vue du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. Merci Béatrice Parence. Chloé Gerbier, vous êtes coordinatrice juridique de notre affaire à tous. Êtes-vous aussi satisfaite de l'audace des juges que semble l'être Béatrice Parence? Je pense en partie partager cet avis-là. En effet, je me souviens avoir eu cette conversation assez récemment avec Louis Cofflard, l'avocat des Amis de la Terre, qui a obtenu gain de cause sur l'affaire de pollution de l'air assez récemment. Et on parlait du fait d'avoir un droit et de regarder toujours le droit comme un objet très fort, très lourd, qui est là au milieu de la pièce, qui est pas modifiable. Et en fait, on se disait qu'il y avait quand même des droits et qu'on avait toujours cette possibilité de faire bouger, de faire changer le droit, de lui apporter des pierres, tant du coup de la part du législateur que de la part des juges. Et c'est vrai que cette question demain, quelle justice pour le climat, ça sous-entendait déjà qu'il y avait potentiellement plusieurs justices et qu'on était censé choisir. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est de voir que dans ces droits, dans sa pluralité de moyens d'arriver à la justice, on peut d'ores et déjà, en tout cas nous c'est ce qu'on fait dans la situation de notre affaire à tous, en fait penser différents moyens, différentes logiques de droit qui permettent une meilleure justice, en tout cas une meilleure justice face au climat. Ça serait vraiment la première réponse que j'aurais, c'est que la justice, elle n'est pas seulement pour le climat, mais c'est aussi une justice face au climat, qu'il faut essayer de trouver. En effet, on voit ce phénomène des inégalités climatiques, qui est celui contre lequel on essaye de lutter quand on parle de justice climatique ou de justice environnementale, qui est le fait que les populations, notamment les plus aisées, participent majoritairement à la production des gaz à effet de serre et donc en fait au changement climatique, et que c'est sur les populations les plus démunies, mais aussi plutôt sur les femmes que sur les hommes et sur certaines classes socio-professionnelles comme les agriculteurs que vont peser de manière majeure les effets du dérèglement climatique. Et donc en fait c'est face à ce principe de responsabilité et c'est assez intéressant que la Cour allemande le relève de manière aussi habile, ce que nous n'avons pas su faire chez nous. C'est en fait ce principe de responsabilité, mais de l'État, mais aussi des acteurs privés. De l'État, on a cherché à l'obtenir notamment avec l'affaire du siècle, l'idée étant de reconnaître en fait, que l'État est responsable du fait de ne pas réussir à tenir ses quotas, à les repousser. Et on va aussi le chercher face à des acteurs privés. Donc ici, une justice qui serait la justice face aux inégalités climatiques, parce qu'évidemment, l'affaire du siècle, ce n'est pas seulement baisser les gaz à effet de serre, mais c'est évidemment baisser les gaz à effet de serre pour protéger le vivant et les vivants. Et donc, en fait, faire en sorte que ces problématiques d'inégalité climatique ne soient pas, en fait, ou soient au maximum, disons, diminuées. Donc ça, c'est la justice face au climat, c'est une grande justice. La justice aussi avec celle dans laquelle on va tirer les accords de Paris, des choses qui sont connues un peu de toutes et tous. Et après, d'après moi, il y a aussi toute la partie de la justice comme un outil de lutte. Et là, on rentre dans un droit qui est beaucoup plus obscur, qui est en fait une justice qui se fait au cas par cas, qui demande justement aux juges d'aller juger des situations d'espèce. Donc, on va parler de lutte contre les projets imposés et polluants, par exemple, contre le Terminal 4 à Roissy, contre la serre Tropicalia dans le Nord-Pas-de-Calais, contre l'artificialisation des jardins d'Aubervilliers pour construire une piscine olympique, etc. Et donc là, on va être sur quelque chose qui est vraiment aller tirer du droit existant, de tout ce qu'on a déjà, des interprétations, et en fait aller demander au juge d'aller exploiter de manière totale la législation qui existe, et donc en fait de faire modifier finalement ce qu'on a aujourd'hui, qu'on considère comme le droit posé, par des jurisprudences, par des décisions. Et quand on est dans ce droit-là, on le voit en fait sur le terrain, face aux collectifs qui sont en lutte, on est dans un droit qui est très complexe.
On ne parle plus de 1,5 degré, on va parler d'études d'impact de 1000 pages, d'enquête publique, d'autorisation environnementale, ICPE, loi sur l'eau. C'est donc des dossiers très, très complexes où on va aller en fait demander des interprétations de ces protections de l'environnement que nous avons. Et on voit là que les juges ont en effet aussi une tendance à relever le défi. Et je dirais même que c'est sur ce plan-là aujourd'hui qu'on arrive à gagner avec des batailles très concrètes juridiques, plus que sur le plan de la loi climat où malheureusement on a eu assez peu de victoires, il faut l'avouer. Et donc on va avoir, pour prendre des exemples assez récents, par exemple quand on fait un projet, il faut des mesures afin d'éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l'environnement. Ces mesures, qu'on dit les mesures ERC, jusqu'à présent, elles étaient considérées comme une partie du dossier, donc comme la présentation du projet, etc. Et par une décision assez récente, en fait, on est venu considérer que les mesures ERC étaient des parties essentielles du permis de construire. De la même manière, récemment, pas plus tard que la semaine dernière, si je ne m'abuse, le permis de construire sur les jardins d'Aubervilliers a été suspendu du fait qu'on ne compensait pas assez les défrichements, en fait, la perte d'arbres qui était faite sur ce projet-là, au regard notamment du plan local d'urbanisme en vigueur à l'emprise du projet. Donc voilà, et ça, là, on va vraiment venir tirer le droit et tirer la justice comme outil de lutte sur le terrain. Et enfin, je pense, une dernière manière aussi d'aborder le sujet, d'avoir la justice comme au service, en tout cas, du climat, c'est bien évidemment la justice comme outil de construction et de protection du vivant et des vivants. Donc réellement, en fait, le fait que le travail aussi, je pense, tous les jours des juristes, des avocats en droit de l'environnement, c'est d'imaginer quel droit sera à la hauteur de l'urgence climatique et sociale. Et donc, évidemment, en fait, le droit étant la charpente de notre société, c'est ça qui fixe les règles. On l'a bien vu en Covid, avec des règles mouvantes. Et ben, c'est aussi de savoir quels sont les droits qui, demain, nous permettront d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement et évidemment de résister au mieux aux effets du changement climatique. Et ça peut aller... on a toujours l'impression que quand on dit inventer le droit de demain, etc., on va jusqu'au droit de la nature. Alors, c'en est une partie, et je pense qu'on parlera un peu plus tout à l'heure aussi de la reconnaissance du crime d'écocide et de la constitution écologique, mais ça va aussi par un travail qui est de rédiger des amendements. À l'association Notre Affaire à tous, on a rédigé énormément d'amendements pour la loi climat. C'est pas pour autant qu'ils sont passés, mais ça a été un travail en fait d'invention du droit de demain aussi. Je pense que c'est une des dernières pierres qu'il faut apporter aussi pour avoir une justice pour le climat, donc une justice de fait, une justice accessible, une justice qui protège, mais aussi une justice en fait qui s'imagine et qui est prête à évoluer pour être à la hauteur justement de l'impératif de l'urgence climatique et sociale. Merci Chloé Gerbier. Je glisse un message à la régie. Nous avons un petit retour de son fort désagréable. Si on pouvait faire quelque chose, ce serait formidable. Maître Gosselin, lors de notre entretien préliminaire, comme on dit en justice, vous sembliez assez dubitatif sur certains usages du droit pour lutter contre le réchauffement climatique, en tout cas tenter de l'endiguer. Est-ce que la médiatisation faite sur certaines affaires cache finalement une relative inefficacité? Alors, ce que j'ai dû vous dire surtout, c'est qu'il faut faire attention de ne pas avoir de jugement définitif. Lorsqu'on parle de contentieux climatique ou de justice climatique, ce qui est le but de notre table ronde, et j'en profite pour saluer tous les intervenants et les personnes qui nous écoutent, on parle de beaucoup de choses très différentes. D'abord, à l'origine, la justice climatique, j'enfonce une porte ouverte, ce n'est pas une notion juridique, c'est une notion qui était utilisée par certaines ONG au début des années 2000 pour qualifier les problèmes nord-sud, d'inégalité de traitement des différents pays, de responsabilité commune mais différenciée, de responsabilité des pays riches, on regarde leur histoire, de dette climatique, etc. Et puis, on a glissé effectivement dans le champ du droit pour parler de justice climatique. Justice climatique qui qualifie en fait l'ensemble des recours et l'ensemble des décisions de justice qui procèdent de ces recours, qui sont rendues avec un point commun, elles traitent de elles traitent de climat. Mais même quand j'ai dit ça, je n'ai pas gommé la diversité de ces recours. Vous avez des recours qui sont contre des associations, par des associations. Vous avez des recours qui sont contre des entreprises, contre des États, même contre les États.
je parle sous contrôle de Béatrice Parence, vous avez ce qu'on appelle le contentieux d'excès de pouvoir. Grande simple n'est pas assimilable d'un point de vue de la technique juridique, par exemple, à l'affaire du siècle, qui, elle, est un contentieux de pleine juridiction, et le juge ne va pas utiliser les mêmes techniques, les mêmes façons de raisonner et d'analyser les choses. D'un côté, c'est la responsabilité de l'État qui est cherchée, de l'autre, c'est l'illégalité d'un refus de prendre des mesures. Et puis, vous avez aussi des actions qui ne sont pas devant le juge. Je pense par exemple à ces jeunes étudiants qui ont demandé à ce qu'une publicité de Shell, d'ailleurs, de cette société, pour la compensation carbone, soit sanctionnée par une organisation privée, une autorité de régulation de la publicité aux Pays-Bas. Donc voilà, il y a une diversité d'actions, très difficile d'avoir un jugement définitif en disant voici le contentieux. Béatrice Parence a bien montré que même parmi les juges, ils ne sont pas tous d'accord. Il y a encore des décisions décevantes. Vous parliez de celle du Conseil constitutionnel versus celle de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, c'est tout à fait exact, on pourrait multiplier les exemples. Et puis, dernier élément de complexité aussi, tout ça n'est pas neuf. La médiatisation est récente et je m'en réjouis. Lorsque moi-même j'étais beaucoup plus jeune et au réseau juridique de France Nature Environnement, j'aurais adoré qu'il y ait plus de médiatisation des recours que nous faisions. Ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que ce n'est pas récent. Le Conseil d'État, par exemple, est saisi d'arguments sur le climat depuis plusieurs années. Vous avez par exemple une grande décision en 2006 à propos d'un barrage hydroélectrique en Corse, l'affaire des chutes de Rizzanese, où le Conseil d'État analyse l'argument de l'impact climatique de ce projet. Donc on parle de projet, on ne parle pas de responsabilité d'État, mais tout ça pour vous montrer que, en réalité, ce n'est pas neuf, la question climatique telle qu'elle est posée au juge. Ce qui est tout à fait neuf, c'est la médiatisation, et ce qui est tout à fait neuf, c'est la question de la responsabilité de l'État, qui, il est exact, n'avait jamais été posée. Mais le contentieux climatique dans son ensemble n'est pas un objet qui vient de naître, c'est un objet un peu plus récent. Alors, il a des avantages, Chloé Gerbier a tout à fait raison de le souligner, évidemment que la jurisprudence permet de faire progresser le droit, et en droit de l'environnement, je parle sous contrôle de spécialistes, bien souvent le législateur a été à la traîne de la justice. Je donne un exemple parmi 200, le préjudice écologique. Très concrètement, si la Cour de cassation n'avait pas, dans l'affaire de Erika, statuer et quelque part créer cette nouvelle catégorie du droit, il est probable que le législateur, bien plus tard, ne l'aurait pas consacré dans le Code civil. Bien d'autres exemples, évidemment, où le juge, quelque part, parfois précède le législateur et le pousse à intervenir. Simplement, il y a aussi, comme n'importe quel outil juridique, ses limites. J'en vois certaines. D'abord, il peut y avoir des malentendus. Lorsqu'on demande à ce que soit engagée la responsabilité de l'État, il faut faire attention à ce qu'on entend par État. Les juristes le savent bien, l'État ne se résume pas au gouvernement qui ne fait que le représenter devant le juge. Et le problème, c'est que lorsque vous interrogez tel ou tel ministre, ils se sont assez peu concernés. Regardez la réaction d'ailleurs de François de Rugy lorsque le recours avait été introduit, c'était assez épatant. Et je suis persuadé que vous interrogez la ministre de l'écologie actuelle, elles ne se sont pas beaucoup plus concernées. Donc il y a un problème déjà de ministre qui va dire « l'État, ce n'est pas moi, je ne suis pas Louis XIV, donc c'est mes prédécesseurs qui l'ont fait, et lorsque l'affaire est jugée, le gouvernement a déjà changé de fois. » Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que l'État? Quelle est la fonction du contentieux de la responsabilité de l'État, qui est historiquement d'assurer une solidarité nationale face à des préjudices qualifiés d'anormaux et spéciaux? La deuxième chose à laquelle je pense qu'il faut penser, c'est aussi cette idée que parfois, le politique se défait sur le juge, et bien content que le juge soit saisi. Je vais donner un exemple très concret qui, moi, m'a choqué. La ministre de l'écologie, il n'y a pas très longtemps, nous a expliqué que si elle prenait des arrêtés chasse manifestement illégaux, ça fait des années que le Conseil d'État les annule tous les uns après les autres, c'était une bonne chose parce que ça permettait de saisir le juge et qu'enfin le Conseil d'État allait pouvoir, pour la xème fois, annuler ces arrêtés. On ne peut pas s'en satisfaire. Mais parfois, j'observe effectivement que le politique dit « Écoutez, vous saisissez le juge, ce sera à lui de dire le droit. » Non, il faut aussi que le juge assume sa responsabilité, d'où l'importance des autres leviers, qui n'est pas que judiciaire, manifestation, expression, presse, etc. Et puis, troisième enjeu, je ne parle pas de risque, je parle de quelque chose qui me semble important, c'est la fragmentation du droit de l'environnement. On en a parlé longuement avec Béatrice Parence il n'y a pas longtemps. Il faut faire attention à ne pas séparer l'environnement. La charte de l'environnement a permis d'unifier l'environnement, à considérer que l'environnement est un tout, biodiversité, climat, et l'ensemble de ces enjeux, chimie, déchets, ICBE, etc. Parfois, j'ai le sentiment, effectivement, lorsqu'on parle de droit climatique, il faut faire attention à ne pas alimenter une dérive qui est celle de certains publicitaires, qui est de considérer le climat indépendamment des autres enjeux de l'environnement.
Et il est bien évident que le climat a besoin aussi d'une réflexion sur les forêts primaires, sur les puits de carbone, sur la destruction de la biodiversité, sur la santé des océans, etc., etc. Et c'est vrai que parfois, je prends par exemple la décision Shell qui est intervenue, elle est très intéressante. Pour moi, c'est l'une des plus intéressantes, mais lorsque j'ai le raisonnement du juge, j'ai le sentiment, alors ce n'est pas un juge français, évidemment, le droit est un petit peu différent, mais j'ai le sentiment qu'il raisonne comme si le climat était un objet indépendant des autres objets de l'environnement. Je pense qu'il faut faire attention, comme la charte l'a voulu, à conserver cette unité de l'environnement et à toujours raisonner sur l'ensemble des enjeux de cet environnement. Puis enfin, la fonction du juge, à quoi sert le juge? Bien sûr qu'il peut inciter le législateur à prouver, forcément. Il a aussi un autre levier. Un fonctionnaire du ministère de l'écologie me disait, grâce à ce contentieux affaire du siècle, ça nous permet aussi, vis-à-vis des autres administrations, de dire, attendez, peut-être que vous allez nous écouter un tout petit peu, puisque lorsqu'on perd des réunions interministérielles, lorsque les arbitrages sont perdus par le ministère de l'écologie, eh bien, il y a aussi la possibilité de dire aux autres administrations, attention, il y a aussi peut-être des associations qui vont saisir le juge et qui vont revenir sur cet arbitrage interministériel perdu. Donc ça aussi, c'est positif. Mais, et je finirai par là, il y a aussi ce qu'on appelle le principe de séparation des pouvoirs. Je vous renvoie à un excellent article qui est consultable en ligne du professeur Frédéric Rollin, qui a l'expérience du lire sur le principe de séparation des pouvoirs, qui rappelle la limite aussi du juge. Le juge n'est pas là pour faire pression sur le pouvoir exécutif, ce n'est pas son rôle. Il est là par contre pour rappeler au pouvoir exécutif quelles sont ses propres règles. Mais si le pouvoir exécutif prend de mauvaises règles, le juge ne pourra faire autrement que de demander l'application de mauvaises règles. Vous voyez par exemple le budget carbone, dont il est beaucoup question. Et demain, la rapporteure publique au tribunal administratif de Paris va rappeler que ce budget carbone a été dépassé. Mais le budget carbone lui-même, c'est-à-dire cette enveloppe que l'État français est censé ne pas dépasser, n'était pas satisfaisant non plus. Donc c'est bien de montrer que l'État ne tient pas à ses engagements, mais c'est aussi bien de montrer que l'engagement lui-même n'est parfois pas à la hauteur de ce qu'il aurait fallu faire également. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'était juste pour rappeler un petit peu certains des différents enjeux du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Avant de passer la parole aux politiques, justement, qui est interpellé, je voulais demander aux trois juristes qui sont là si, selon eux, les magistrats, les avocats, les professionnels du droit sont suffisamment formés aux questions climatiques, sont suffisamment sensibilisés à cet enjeu. On sait qu'ils ne le sont pas suffisamment sur les questions environnementales en général. Est-ce que sur les questions climatiques, ils le sont un petit peu plus ou c'est du même niveau? Malheureusement, nous n'avons pas de magistrat avec nous. Pour ma part, je pense que les choses ont très très fortement évolué ces 2 dernières années parce que les magistrats sont aussi des citoyens et je pense que tous les citoyens reçoivent depuis ces 2 dernières années une information très très forte sur ce type de sujet. Et sans doute qu'ils sont beaucoup plus informés des sujets climatiques que des sujets environnementaux en général, parce que c'est celui qui reçoit toute l'attention. Pour autant, non, je pense que cette formation des magistrats, comme la formation des personnes qui ont des hautes fonctions dans les entreprises ou dans les collectivités territoriales ou dans l'État, cet enjeu de formation est absolument majeur pour que les décisions, justement, Arnaud parlait de quelle est la bonne décision, pour que les décisions puissent être prises de façon éclairée. Et que le sujet climatique, qui ne doit pas écraser tous les autres, bien entendu, mais que le sujet climatique soit présent. Je reviendrai pour terminer sur cette question de l'articulation des pouvoirs, parce que je pense qu'effectivement, elle est passionnante et tout est là. Quand le Conseil constitutionnel nous dit qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'injonction à l'égard du législateur, effectivement, il se réfugie, entre guillemets, derrière les limites de ses fonctions. Mais pour autant, moi, enfin, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas un avis définitif, mais c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup. Pour moi, ça revient un petit peu à Antigone et l'opposition entre le droit naturel et le droit positif. Quand la Cour de Karlsruhe nous dit est-ce qu'on peut
faire peser sur les générations futures ce fardeau écrasant, parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de prendre les décisions aujourd'hui nécessaires pour pouvoir s'inscrire réellement dans une trajectoire climatique suffisante. Je pense que là, elle pose la véritable question. Est-ce que le caractère absolument primordial, majeur de ces sujets n'impose pas au juge de s'interroger sur les principes du droit naturel et ne lui permet pas éventuellement, en se raccrochant bien entendu aux droits fondamentaux, ce qu'ils font souvent, est-ce que ça ne lui permet pas de s'émanciper d'un simple contrôle du fait que le législateur ou le politique met en œuvre correctement ce à quoi il s'est engagé? Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause la teneur même des ambitions législatives? C'est un sujet sur lequel je m'interroge. Est-ce que selon vous, Madame Parence, la décision de Karlsruhe a pu influer, par exemple, sur le débat politique lors des élections législatives en Allemagne, où l'on a vu le climat au cœur des discussions? Ah bah oui, je pense que c'est flagrant. Alors, on va bien voir ce qui va se passer chez nous, puisqu'on entre dans une période d'élection intense, où tous les coups seront permis. Mais oui, je pense que c'est flagrant. Et j'avoue que je regrette vraiment beaucoup la décision du Conseil constitutionnel, qui n'ouvre même pas du tout la porte, quoi. Il referme complètement la porte. Il aurait pu au moins l'ouvrir un peu timidement, mais l'entrouvrir. Je trouve ça assez décevant. Sacha Houlié, avez-vous l'impression que le juge fait pression sur le législateur, vous tord le bras ou vous parlez en âme et conscience? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la judiciarisation de la question climatique, elle n'est pas nouvelle. Alors, il y avait des grands philosophes qui ont dit qu'il n'y a pas de question politique aux États-Unis, précisément, qui ne se résolvent pas tôt ou tard devant un juge. Naturellement, c'est vrai dans ce pays et c'est vrai dans bien d'autres, puisque depuis une décennie entière, on a multiplié des contentieux, et c'est 1000 contentieux climatiques qu'on dénombre dans à peu près 25 pays. Alors, on pourrait les citer, hein, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Irlande, il a été dit l'Allemagne, ou encore naturellement la France. Et donc, il y a un déplacement d'un certain activisme climatique, ou en tout cas écologiste, auprès du juge. Le déplacement, il se transforme aussi, parce qu'avant, on avait plutôt des militants écologistes qui étaient traduits devant les juges pour des actions qui étaient illégales. C'était des démantèlements de McDo, on a tous l'image de José Bové, et dorénavant, c'est plutôt pour demander aux juges de faire appliquer des conventions, des traités, des normes, qui sont plutôt favorables au climat. Pourquoi? Parce que il y a aussi un fait que si le droit il est de leur côté, c'est parce qu'il a été créé pour ça. Et donc, on a un État qui est venu s'auto-contraindre progressivement depuis 1992 avec des conventions de l'ONU, avec le protocole de Kyoto, avec la convention d'Aarhus, avec dernièrement l'accord de Paris, et puis avec beaucoup de normes européennes aujourd'hui qui donnent des stratégies bas climat déclinées au niveau national qui sont très importantes, et puis un objectif de neutralité carbone ou de diminution de nos émissions de CO2 qui est également extrêmement important. Donc ça donne une base qui est évidemment la nôtre. Et là-dessus, je veux tout de suite dire que nous, on avait même la volonté d'aller plus loin, parce qu'au-delà de ça, on était prêt à se contraindre très fortement avec une révision de projets constitutionnels qui inscrivent la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité ou la protection de l'environnement comme un objectif à l'article 1er de la Constitution, et c'était tout sauf un gadget. Parce que qu'est-ce que ça aurait permis? Ça aurait permis une accroche constitutionnelle, et donc qui vienne, par exemple, interdire à la France de ratifier n'importe quel traité qui ne respecte pas cet objectif. Ou alors, à n'importe quel justiciable, de poser une question prioritaire de constitutionnalité sur la base d'un arrêté ou, pour ce qui concerne la justice administrative, ou d'une loi, et donc de soulever l'anticonstitutionnalité des dispositions. Donc c'était quand même assez important. Et donc, dans
dans ce double mécanisme, il y a un paradoxe, mais qui s'explique aussi par l'immédiateté, qui fait qu'on a de plus en plus d'outils juridiques pour asseoir des actions et donc pour aboutir à de la condamnation des pouvoirs publics, en même temps qu'on a de plus en plus de textes ou de lois et qu'on est de plus en plus exigeant vis-à-vis des politiques, ce qui, de mon point de vue, semble bien normal. Alors, je mets de côté plutôt les procès qui sont intentés aux entreprises qui manquent à leur devoir de vigilance, aux collectivités ou dont on conteste les décisions administratives. C'est tout à fait ça, mais je suis interpellé de l'action qu'on a engagée à l'égard des États, parce que, pour le coup, c'est ce que disait en partie mon confrère Arnaud Gosselin. Je pense qu'on ne doit pas les craindre, mais le droit administratif le permet déjà depuis un petit moment. Mais il ne faut pas prendre ça personnellement. C'est pour ça que les ministres aussi prennent de la distance par rapport à ça. Ce n'est pas une négligence, ce n'est pas un mépris, ce n'est pas un renoncement à ses convictions, parce que on sait que comme on prépare l'avenir et comme on agit en faveur de l'intérêt général, on n'est pas, je dirais pas obligé parce qu'on est convaincu, mais on a le devoir moral absolu de mener une action climatique qui soit ambitieuse. Par contre, ça aboutit aussi à condamner notre pays, qui, et c'est un nouveau paradoxe, est probablement l'un des plus proactifs du monde sur ce sujet. Et donc, finalement, c'est une façon aussi d'interpeller le personnel politique au travers les juges. Donc ça, on le reçoit aussi comme ça, et ça a été dit aussi par la personne qui est activiste pour l'affaire pour tous. Après, il y a aussi un autre sujet, c'est que la tradition libérale qui est la nôtre, c'est la séparation des pouvoirs. Le Parlement, il fait la loi, l'exécutif, il agit en fonction de ce qu'on a décidé, et puis le juge, il tranche, mais il y a quand même toujours une loi qui vient décider. Et donc, il n'y a pas d'obligation du juge à juger autrement que sur cela. Et puis, d'ailleurs, il faut se protéger de ça, parce que on a une cour constitutionnelle qui reste une cour aujourd'hui qui est une cour politique. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais en fait, il y a des anciens présidents qui siègent, il y a des nominations qui sont faites par le président du Sénat, par le président de l'Assemblée, par le président de la République. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on a des personnes qui sont tout à fait éclairés, qui ont fait du droit, qui par ailleurs sont sensibles à la question environnementale. La présidence du Conseil constitutionnel, c'est celle de M. Fabius, qui était le négociateur de l'accord pour le climat de 2015. Bon, il y a aussi un risque que demain, les mêmes juges, comme ça a été le cas aux États-Unis, eh bien, soient beaucoup plus réactionnaires, beaucoup plus politisés dans un autre sens, et que les textes changeant, ou en tout cas les engagements changeant, parce qu'on n'a notamment pas inscrit dans la Constitution des obligations importantes, on ait un dispositif de retrait. Et d'ailleurs, le risque aussi, c'est que quand on intente ce procès, on prend un risque, et on peut être amené à ce que le juge décide dans un tout autre sens, et donc fasse reculer la cause climatique plutôt qu'il la fasse progresser. Ça, c'est aussi un risque que prend le justiciable militant lorsqu'il décide de le faire. Donc évidemment, ce qui est rentable aujourd'hui, en tout cas ce qui est possible, pourrait aussi nous coûter demain. Et puis la justice climatique, elle joue aussi beaucoup ailleurs, et ça a été dit assez clairement par la personne qui est la juriste de l'affaire pour tous. Ça joue dans les procès du quotidien. Et c'est extrêmement important la façon dont les procès du quotidien ont fait évoluer la situation. D'abord, sur la sensibilisation des politiques. Je parlais tout à l'heure des activistes politiques. Nous, on est une majorité qui a décidé la fin de Notre-Dame-des-Landes, qui a décidé la fin d'Europa City, qui a décidé la fin du terminal 4 de Roissy, qui a décidé également la fin de la Montagne d'Or. Alors, la Montagne d'Or, c'est encore en instance. Hein. Sur ce sujet et sur ces questions, il y a des recours qui sont encore pendants, mais de ce point de vue-là, il y a eu une action militante, un contentieux judiciaire et une décision politique assez ferme ensuite, de ce point de vue-là, qui est forte. Mais il y a le droit du quotidien. Moi, j'étais avocat aussi. C'est du droit de l'urbanisme, c'est du droit administratif, c'est du droit de l'environnement sur le point de vue CPE. D'ailleurs, le Code de l'environnement a ça de spécificité que c'est quand même le moins clair qui existe aujourd'hui. Donc, il est énormément sujet à interprétation et qui suscite un contentieux extrêmement fourni. Et donc, ça interroge aussi les législateurs sur la façon dont on fait du droit au XXIe siècle, qui est un droit peu intelligible et pas toujours à la hauteur de l'enjeu. Mais en tout cas, sur l'obligation de compensation, sur les études d'impact, sur le droit à l'information, sur la participation citoyenne, sur énormément de points, on a finalement
une avancée parce que le droit le permet et parce que la casuistique ou les éléments le permettent. Et puis par ailleurs, ça nous pousse aussi à faire de l'auto-évaluation et à donner des nouveaux pouvoirs. Alors, je sais qu'il y a des contestations sur la nature, en tout cas le champ d'application du délit d'écocide que nous avons créé et qui punit notamment de 10 ans d'emprisonnement et de 4,5 millions d'euros l'atteinte à l'environnement, 22 millions d'euros si c'est une entreprise ou jusqu'à 10% de son bénéfice. Mais c'est une innovation qu'on a repris par ailleurs de la Convention citoyenne pour le climat, tout comme on a voulu aussi donner des nouveaux pouvoirs aux maires. C'est la réglementation de la publicité pour la loi climat, c'est les pouvoirs de police en matière de gestion ou d'abandon des déchets ménagers pour la loi engagement et proximité. Bref, il y a toute une série de nouvelles dispositions qui sont directement inspirées de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, et de ce qui a été reçu en tant que tel par le juge, nous rappelant à l'ordre, comme il peut le faire dans d'autres matières, notamment en droit pénal, comme on l'a vu sur l'irresponsabilité pénale dans l'affaire Sarah Halimi, où le juge nous dit là, j'arrive à la limite de ce que je peux faire, parce que vous, le législateur ou le gouvernement, vous ne m'avez pas donné les moyens de juger. Voilà. Donc, sans fragiliser un peu cette idée de séparation des pouvoirs, il y a une collaboration des pouvoirs qui s'instaure et qui doit finalement tirer vers le haut les enjeux environnementaux et nous permettre de le faire. Cette collaboration des pouvoirs, elle doit être possible aussi à l'échelle des niveaux de décision. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, on a une contrainte, on a une action publique envers les États ou envers les entreprises qui sont installées en France. Aujourd'hui, les 20 entreprises qui sont les plus polluantes dans le monde, en tout cas qui génèrent le plus d'émissions de CO2, elles sont pas forcément françaises et elles, a fortiori, leurs établissements les plus polluants ne sont pas installés en France. Donc, ce qui veut dire que pour appliquer les décisions des accords internationaux, on a aujourd'hui des cours pénales qui existent en matière de droits de l'homme ou de sanctions des crimes les plus graves. Je crois que l'avenir, c'est aussi le multilatéralisme en matière environnementale et donc qu'une cour pénale internationale sur ce sujet, en tout cas une cour internationale de justice sur la question climatique, elle s'imposera dans les très prochaines années parce que c'est une solution, en tout cas c'est une voie de développement. Et puis encore une fois, il y a aussi un élément différentiel là où c'est à nous d'être vigilants, où il faut qu'on soit extrêmement performant parce qu'on n'a plus le temps de lésiner, mais il faut qu'on emmène tout le monde avec nous. Parce que, et on le voit avec la politique qui est développée par l'Union européenne aujourd'hui sur l'ajustement carbone frontière, parce que finalement, si les contraintes elles ne sont pas partagées ou si elles ne sont pas mises en place par tout le monde, finalement, il y a un différentiel qui fait qu'on donne un droit à polluer ailleurs. Et ça, le droit à polluer ailleurs, c'est extrêmement grave parce que finalement, ça fait que les plus vertueux sont aussi les plus pénalisés et que ceux qui sont les plus pollueurs sont ceux qui sont les plus favorisés. Donc, c'est le cas pour des pays aujourd'hui qui sont des pays à la démocratie vacillante, si je suis assez poli pour le dire. Et donc, c'est des exigences qu'on doit avoir envers eux et c'est le combat international qu'on va mener aujourd'hui. C'est tout le débat qu'on avait ce matin sur une autre table ronde concernant le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Pour terminer cette table ronde, parce que nous avons encore 10 petites minutes, je voudrais repasser parmi vous pour peut-être que vous formuliez une recommandation, une idée qui pourrait être reprise éventuellement par les candidats aux prochaines élections présidentielles. Madame Farence. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de donner empathie au prochain candidat une idée sur le sujet, parce que je crois que justement, en application du principe de la séparation des pouvoirs qui a été rappelé, il n'appartient pas forcément aux politiques de venir plus encadrer le rôle du juge. Juste pour préciser les propos du député Sacha Houlié, je crois qu'il faut quand même faire très attention aux différences entre les matières pénales ou les matières constitutionnelles. Et voilà, dans certaines matières, il y a un principe d'interprétation très strict qui s'impose. En matière pénale, effectivement, on doit être guidé par le principe de la légalité des délits qui impose une interprétation stricte des règles. Et là, le juge est beaucoup plus tenu. Mais dans d'autres matières, les choses sont un peu plus souples et certains juges ont fait preuve d'une innovation incroyable. Par exemple, lorsque les
les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont dit que le texte de la Convention était du droit vivant, c'est-à-dire qu'on doit interpréter le texte de la Convention de 1950 à la lumière des conditions économiques et sociales actuelles. Le juge se dote d'un pouvoir d'interprétation très fort et il y a des affaires pendantes sur des sujets climatiques devant la Cour européenne des droits de l'homme et on attend avec une grande impatience d'en connaître la teneur. Voilà ce que je dirais pour conclure. Chloé Gerbier, peut-être avez-vous, vous, une recommandation en tant que juriste et citoyenne? À chaque fois qu'on me pose cette question, je suis assez tentée de dire qu'on avait 149 propositions qui devaient être prises sans filtre et que malheureusement, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Et peut-être pour relier plus au sujet qui nous occupe aujourd'hui, Sacha Houlié a souligné le fait que le code de l'environnement était bien mal en point. Je pense que c'est aussi dû à quelques années de détricotage du droit de l'environnement, d'additionnement des possibles dérogations et de plus en plus mis à mal, notamment par les récentes lois ZAP et décrets de pouvoir de dérogation au préfet. Donc je pense qu'il serait temps de redonner du corps à ce code de l'environnement pour que comme Maître Gosselin l'a précisé, on ait justement toutes les matières et qu'elles fassent aussi unité. Et je pense que cette unité-là est encore potentiellement à développer au sein de ce code. Ça ne va pas être facile à faire passer dans les débats télévisés. Maître Gosselin, avez-vous, vous, une recommandation à faire? C'est à la fois hyper prétentieux de ma part de faire une recommandation aux candidats. Mais vous êtes aussi citoyen. Donc voilà, mais je pense que je ne serai pas entendu. Je vais quand même être moins prudent que Béatrice. Je vais quand même en faire une, des sous. Parce que quand on parle de justice, on parle de moyens. Et la justice est dans un état lamentable dans ce pays où les droits des citoyens ne sont absolument pas défendus à égalité. Je suis avocat et je vois un certain nombre de mes confrères qui défendent des particuliers à ma différence. Et oui, selon que vous êtes plus ou moins riche, vous n'aurez pas les mêmes chances de succès en justice. Et ça, vraiment, au quotidien, c'est quelque chose qui me choque très, très profondément. À mon tout petit niveau, oui, mon cabinet fait du pro bono, par exemple, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne remplacera jamais le fait que l'État donne enfin des moyens à la justice. Il faut savoir quand même qu'en matière d'environnement, la quasi-totalité des infractions pénales fera l'objet d'un classement ou d'une transaction si tout va bien, et puis c'est tout. Donc oui, on est en train de se féliciter de quelques décisions de justice, mais quid des milliers d'autres situations dont on ne parle absolument pas dans les médias. Ce n'est pas un reproche, hein, c'est juste que ces situations-là, elles sont misérables. Et effectivement, on a un État qui n'a pas les moyens d'avoir une justice digne de ce nom. On a une justice qui n'est pas à la hauteur d'un pays développé. Je suis sévère, mais très sincèrement, c'est des choses que je vis au quotidien. Et encore, je ne suis pas spécialisé en droit pénal, mais je vois aussi ce que me disent mes confrères. La deuxième chose, c'est qu'il faut des moyens aussi pour l'administration. Le juge, ça reste quand même le dernier recours. C'est quand même un constat d'échec. On peut toujours se féliciter des décisions de justice, mais quel dommage d'en arriver là. Nous avons effectivement une administration qui, cette année, va avoir 3% d'augmentation de son budget, mais pas plus de postes. Il faut que ça se traduise en postes. Nous avons besoin d'inspecteurs de l'environnement. Il faut que l'Office français pour la biodiversité ait enfin des moyens dignes de ce nom. Ils ne sont absolument pas dignes de ce nom actuellement. Et je ne parle même pas de l'ensemble des fonctionnaires Andréal qui, aujourd'hui, ne peuvent pas accompagner les industriels notamment, confèrent ce qui s'est passé à Lubrizol, où on voit que l'État découvre la situation, découvre qu'il y a de l'amiante sur le site, ne le savait pas. Et ça nous fait courir un risque industriel qui n'est pas acceptable. Quand on sait que pour les 500 000 sites industriels en France, qu'on appelle les installations classées, vous avez aujourd'hui 1600 inspecteurs, et grosso modo, une ICPE fera l'objet d'un contrôle tous les 10 ans. Ça, c'est concret, ce n'est pas des décorations. Moi, je trouve ça très bien qu'on modifie la Constitution, qu'on vote des lois avec des belles déclarations dedans, mais objectivement, aujourd'hui, commençons par le commencement. Oui, il faut des sous, et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de sous. Parce que ce qu'on fait actuellement coûte très très cher à la société, beaucoup plus cher que si jamais en réalité on injectait l'argent là où il devrait être injecté, et parfois dans des bêtises. Mais voilà, excusez-moi de pousser ce. Je sais que la tâche des députés est très compliquée, notamment là, vous êtes dans le cadre de la négociation, de la discussion du projet de loi de finances. C'est la dernière loi de finances du quinquennat. Votez une belle loi qui donne enfin des moyens à cette administration, à cette justice. Et puis aussi par une fiscalité intelligente aux entreprises qui s'en donnent les moyens. Aujourd'hui, il faut récompenser les entreprises qui véritablement s'engagent pour la planète et non pas la fiscalité aujourd'hui qui désespère ces entreprises et qui encourage au contraire la consommation d'énergie fossile. Voilà. J'ai été trop long, personne ne m'entendra, mais ça fait quand même du bien.
si j'ai bien compris, dans le prochain PLF prévoit une suppression de plusieurs centaines d'ETP pour le ministère de la Transition et ses agences. Sacha Houlié, allez-vous modifier ce PLF? Pardon, j'avais oublié de rallumer le micro. Oui, donc sur le projet de loi de finances qui vient, et sur le budget de la justice précisément, il y a une augmentation qui est assez importante, hein, puisqu'on a eu une double augmentation de 8%, 8% l'année dernière, 8% encore cette année, avec un nombre de magistrats et de greffiers qui aujourd'hui a très significativement augmenté, et parce que il fait aussi entrer des personnalités de l'extérieur, il contribue aussi à ramener de la société civile, en tout cas des citoyens, comme disait tout à l'heure Madame le professeur Parence, dans la justice, et donc à faire progresser les idées qui sont celles de la question climatique. En tout cas, c'est ce que je crois. Des moyens aussi pour l'aide juridictionnelle, puisque le budget de l'aide juridictionnelle, pour que tout le monde accède finalement, et accède d'abord à un avocat, et puis ensuite, a fortiori, à un juge, a augmenté de 50 millions d'euros l'année dernière et augmentera le même montant encore cette année, en plus, pour qu'on garantisse finalement le droit au juge de tous et de toutes, parce qu'on sait souvent que c'est aussi les plus précaires qui sont les plus exposés au changement climatique, et ça c'est important. Je n'entends pas la transition écologique autrement que solidaire, parce que sinon on se heurte à un mur, et d'ailleurs on l'a bien vu sous ce quinquennat. Dire au moins deux autres choses. D'abord, le code de l'environnement aujourd'hui, ce que je lui reprochais, c'était son illisibilité. C'était le fait que, parce qu'il était souvent trop imprécis ou mal rédigé, il fermait des portes plutôt qu'il protégeait des droits. Et ça moi, j'ai eu l'occasion de le vérifier à titre tout à fait personnel sur le recyclage, les déchets à emporter notamment, les déchets de la vente à emporter, où franchement, il ne favorisait pas toute l'action de recyclage ou la perception de taxes auprès d'entreprises multinationales qui produisaient des déchets. Et ça, c'est regrettable, parce que finalement, on neutralise l'action de l'État en compliquant les choses et donc l'efficacité. Dire aussi que, et si j'ose, que le droit de l'environnement, il est par nature un droit vivant, parce qu'il protège quelque chose qui est en mutation permanente, c'est-à-dire le vivant, la nature, enfin bref, c'est une évidence, et donc de toute évidence, le droit qui le protège, ou en tout cas le juge qui cherche à lui offrir des protections, il lui est lui aussi contraint, et c'est heureux, d'évoluer en même temps qu'évolue l'environnement, et donc d'aller chercher une protection qui est optimale ou maximale, c'est autre chose. Et dire enfin que pour le coup, je comprends qu'il y a un débat autour du nombre d'agents, mais le budget consacré au ministère de l'Environnement, j'ai plus le chiffre précis en tête, je crois qu'il excède 40 milliards d'euros, je crois même qu'il tangente les 50 milliards d'euros. Presque 50 milliards, oui. Voilà, c'est 49,5, je crois. C'est le plus gros budget, en tout cas le plus fort budget d'un ministère de l'Environnement depuis qu'il a été créé, tout simplement. Et donc, ça peut dire aussi beaucoup d'ambition, même si je sais qu'elle peut paraître encore modeste à certains, et que par nature, au vu de l'enjeu qui nous préoccupe, au vu de ce qui est encore mobilisé et mobilisable dans le plan de relance ou auprès de l'Union européenne, ou des actions qui sont à mener, il est encore insuffisant, et ça, c'est une tâche que nous avons devant nous. Personne ne se le cache. Bon, on n'aura pas traité tous les sujets, évidemment, en une heure. Je vais vous remercier de nous avoir consacré cette petite heure sur la justice climatique. Il va falloir que nous rendions l'antenne. Merci, professeur Parence. Merci, maître Gossement. Merci, Chloé Gerbier. Merci, Sacha Houlié. Je passe la parole à mon éminent confrère Romain Loury, qui va animer le débat suivant sur le rôle de la société civile. Il opposera Claire Tutenny d'Entreprise pour l'environnement à Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci.